So welcome, ladies and gentlemen. Bienvenue. Nous allons commencer cette conférence de presse sur l'informel ECOFIN. Bienvenue à Vilnius d'abord. Il s'agit d'une des manifestations les plus importantes de la présidence lituanienne de l'Union. Nous avons eu une journée très remplie qui a commencé avec une réunion de l'Eurogroupe. Et en tant que président de l'ECOFIN, j'ai été invité avec donc un Eurogroupe avec un président non Eurozone. C'était quelque chose d'assez inhabituel et c'est la première fois. C'est un bon signe, car il s'agit pour tous de ne pas avoir une Europe à deux vitesses. Et l'idée d'avoir une meilleure coordination de ces deux enceintes très différentes, dont la tâche est différente. L'ECOFIN est un organe législatif et l'Eurogroupe est conçu comme un organe de gestion des dossiers eurozone. Il y a d'autres questions qui ont été discutées. Il y a eu beaucoup de points à l'ordre du jour. Si je puis me permettre d'en souligner deux qui ont suscité des discussions très fructueuses. L'union bancaire d'abord et le mécanisme de résolution unique. Nous avons mené un débat d'orientation pour essayer de clarifier les positions initiales de chacun afin d'accélérer les travaux de la présidence sur ce dossier. Et pour pouvoir en terminer pendant le cycle politique, puisque c'est notre obligation du fait de la décision de nos chefs d'État. Autre discussion très utile, la Banque européenne d'investissement et l'initiative de la Commission et de la Banque pour tout ce qui est financement des PME. Il est clair qu'on ne prend pas de décision, puisque c'est une informelle. Et on peut toujours répondre à vos questions. Olli Rehn, Michel Barnier sont présents, Johannes Hahn aussi. Il est présent pour la première fois à l'ECOFIN. Et Victor Constancio de la Banque centrale européenne. Donc, nous attendons vos questions. Or perhaps presentations of the commissioners. À moins que les commissaires souhaitent faire une présentation. Olli. Merci, Remantas. Pour gagner du temps, je résumerai un des dossiers dont nous avons discuté, qui est vraiment une question importante, le financement des PME. Et nous avons également parlé du G20 de Saint-Pétersbourg la semaine dernière, où l'Europe, pour la première fois depuis un certain nombre d'années, n'était plus l'épicentre des discussions ou de la crise. Et la semaine dernière, à Saint-Pétersbourg, nous avons vu que l'économie mondiale n'était plus à trois vitesses, mais que la reprise était multi-rythme, avec un ralentissement au niveau des émergents et une reprise au niveau des pays industrialisés. Et ça a d'ailleurs été, ça sera probablement l'objet des discussions lorsque nous aurons la réunion du FMI début octobre. On verra quels sont les effets que cela pourra avoir sur la politique monétaire que nous préparons, et nous verrons si nous pouvons, vu ces retombées, discuter avec et compter sur le soutien du FMI. En ce qui concerne les financements PME, il y a un certain nombre de signes de stabilisation des marchés financiers et de reprise graduelle de l'économie européenne qui se traduisent par une amélioration des conditions d'emprunt du côté des PME.
Les entreprises des pays du Sud ont toutefois encore des difficultés puisqu'elles ont des taux plus élevés que leurs homologues du Nord, ce qui retarde la reprise de la croissance et de l'emploi. Sans un crédit accessible, il n'y aura pas la possibilité d'investir dans la création d'emplois et dans une économie durable. Donc, il faut que l'Union agisse pour pouvoir se substituer au marché. Et nous avons essayé de travailler avec la BEI et le Fonds européen d'investissement pour essayer de lancer une initiative qui, au départ, avait été soutenue par le Conseil de juin. Cette initiative de financement proposée ajoutera une valeur à toute une série de mesures. Je vais en faire la liste. L'idée est d'abord de surmonter le morcellement des marchés financiers en Europe et ainsi permettre le redressement des chaînes de crédit et des canaux de crédit qui ont été perturbés. Cette initiative a l'avantage de pouvoir être appliquée dans le cadre existant des instruments tels que COSME ou Horizon 2020. Troisièmement, elle permettra de développer les marchés des capitaux en revitalisant les marchés pour tout ce qui est titres adossés, enfin actifs adossés à des actifs, titres adossés à des actifs, et ça permettra de revitaliser ce secteur du financement. Et en ce qui concerne l'implication du fonds et de la BEI, cette nouvelle structure de transaction permettra de normaliser leur approche et de faciliter l'analyse des investisseurs quand il s'agit de procéder à ces transactions. La BEI et son groupe permettra d'évaluer le risque et de bien gérer ces transactions. Cette initiative complétera les actions nationales qui seront prises pour soutenir les PME en utilisant les fonds structurels. Alors, pour avancer plus loin dans notre travail technique, pour la mise en œuvre de cette initiative, nous avons besoin d'un engagement très net des États membres au niveau du Conseil européen d'octobre. J'ai défendu le dossier afin d'obtenir ce soutien politique dès aujourd'hui et je souhaite communiquer cela aux médias. Les PME sont la colonne vertébrale de notre société et de notre économie et c'est pour ça qu'il faut que les choses se concrétisent. Nous avons fait tout ce qu'il fallait au niveau des préparations et du travail technique. Et le moment est venu pour les États membres d'abaisser leurs cartes et de prendre les décisions nécessaires pour pouvoir avancer et réaliser ce projet. Merci. Now, Commissioner Barnier. Good evening to all of you. And first of all, Bonjour à tous. Alors, je vais passer au français tout de suite, mais toujours en anglais. Je tenais à remercier Rementas et son équipe pour l'organisation de cette réunion informelle de l'ECOFIN. Cette réunion ECOFIN intervient 24 heures après le vote du Parlement européen, vote massif qui a soutenu le premier pilier de l'union bancaire, c'est-à-dire le mécanisme unique de supervision. Et cette réunion intervient également 5 ans après l'effondrement de Lehman Brothers, ce qu'on ne doit pas célébrer, bien évidemment, mais je souhaitais le rappeler et nous inviter tous à l'action. Et c'est vrai qu'agir, nous l'avons fait au cours des dernières années, au cours des 3 ans et demi qui seront écoulés pour moi, même si j'estime que le chemin à parcourir reste long. Je ne vais pas refaire la liste des 28 lois de régulation que nous avons proposées
votée et mise en œuvre avec le Conseil, avec le Parlement depuis 3 ans. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'il reste à faire. Et ce qu'il reste à faire au niveau global comme au niveau européen. Au niveau global, le G20 vient de le rappeler, avec beaucoup de force. Faire tout ce qui a été décidé dans chacune des réunions du G20 qui ont suivi Lehman Brothers et les autres crises, assurer la mise en œuvre intégrale de toutes les décisions. Pas seulement nous, mais chacun chez soi, et également veiller à l'articulation, j'allais dire l'interopérabilité de ces règles de chacune de nos juridictions, la cohérence des règles. C'est pour cela que je passe beaucoup de temps, en particulier pour cette interopérabilité avec nos partenaires américains qui sont aujourd'hui nos principaux partenaires sur les marchés financiers, même s'ils ne sont pas les seuls. Et puis au niveau européen, la priorité maintenant, c'est d'achever l'union bancaire. L'étape du vote du Parlement est décisive hier. Aujourd'hui, nous commençons, à l'initiative de la présidence lituanienne, avec un premier débat d'orientation, la négociation sur ma proposition de juillet, notre proposition de juillet, concernant le système européen de résolution. Comment dirais-je? Nous avons eu un déjeuner challenging debate, à l'occasion de ce déjeuner. Oui. Qu'est-ce que je peux dire en synthèse de ce premier débat d'orientation? Un consensus sur l'objectif. Et d'ailleurs, cet objectif a été affirmé, réaffirmé par le Conseil européen, c'est-à-dire tous les chefs d'État et de gouvernement. 2, un large accord sur les règles. Je rappelle que l'union bancaire consiste dans la zone euro à appliquer de manière intégrée, plus efficace, les mêmes règles que dans les 28 pays de l'Union, le même single rule book, notamment s'agissant de la résolution. La directive résolution est en cours de finalisation au Parlement et au Conseil, et aussi les choses sont liées, le texte sur les garanties de dépôt. Nous sommes sur un single rule book pour l'ensemble du marché unique. Je tiens beaucoup à l'intégrité de ce marché unique, mais dans la zone euro, en raison de notre interdépendance, du lien extrêmement fort, trop fort entre les banques et la dette souveraine, nous avons décidé de créer l'union bancaire pour appliquer ces règles de manière plus efficace. Sur la proposition elle-même, le cadre juridique, nous sommes confortés par l'opinion exprimée par le service juridique du Conseil, les juristes de la Banque centrale européenne, nos propres juristes nous disent que la base que j'ai proposée, la base de l'article 114 est correcte, est workable. Et pourquoi elle nous paraît correcte? Parce qu'il s'agit bien de la stabilité du marché unique. La stabilité de la zone euro, c'est la stabilité du marché unique. Donc nous allons continuer de travailler sur cette base, même si je pense, en écho aux préoccupations exprimées par notamment le ministre fédéral allemand, que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention, comme les autres ministres, Wolfgang Schäuble, que dans une étape ultérieure, nous avons nous-mêmes souhaité une modification du traité, nous, Commission, dans le blueprint, pour faire mieux fonctionner l'union économique et monétaire. Avec une telle modification, on peut imaginer une amélioration, une confortation, une consolidation du système de résolution. Et nous y travaillerons le moment venu, mais dans l'urgence, nous avons un devoir de résultat. Le champ d'application, là aussi, il me semble qu'il y a une grande partie des ministres qui comprennent notre souci de travailler sur toutes les banques. Il arrive que de petites banques provoquent de grands problèmes. Et donc, mais j'ai indiqué aussi que j'étais prêt, comme pour la supervision, à améliorer les modalités
de ce système sur le champ d'application. Quant à la procédure de décision, c'est là où il y a eu beaucoup de remarques, parfois de réserves, notamment sur le rôle de la Commission. Mesdames et messieurs, je veux dire clairement ce que j'ai d'ailleurs dit en présentant le texte au mois de juillet. Il n'y a pas d'idéologie du point de vue de la Commission à jouer un rôle sur la résolution. La Commission ne cherche pas un rôle supplémentaire. Elle en a d'ailleurs suffisamment. Il faut simplement que le système marche. Voilà pourquoi nous avons proposé ce board de résolution, qui est en effet quelque chose de plus, et de mon point de vue de mieux, que la simple réunion des autorités nationales de résolution. Ça ne suffit pas, le statu quo ne peut pas marcher. On a vu les difficultés avec Dexia et d'autres cas de cette simple juxtaposition. Donc nous avons proposé ce board de résolution, qui est l'organe principal de la résolution, qui préparera les décisions, qui les exécutera avec les autorités nationales. Simplement, il faut une institution européenne pour appuyer sur le bouton. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas proposé quelque chose de différent et qui marche aussi bien juridiquement, nous en tenons à ce rôle que nous proposons pour la Commission européenne, mais encore une fois, sans idéologie. Si quelqu'un me propose une meilleure idée, nous l'examinerons avec beaucoup d'attention et d'objectivité. Voilà. Quant au timing, j'ai senti au Parlement un sentiment d'urgence, de responsabilité, hier et avant-hier. Madame Elisa Ferreira est la rapporteure de ce texte. Elle est déjà prête à travailler pour que le Parlement se prononce au mois de novembre. J'ai senti du côté des ministres généralement le même sentiment d'urgence, en écho à ce que pensent les chefs des gouvernements. Et donc, même si c'est difficile, compliqué, juridiquement sensible, et je comprends bien toutes ces questions, aucune ne me choque, aucune ne m'étonne. Je pense qu'il est possible, même si c'est difficile, d'aboutir dans les mois qui viennent, peut-être avant la fin de l'année, à un accord du côté des deux co-législateurs. Et nous sommes prêts, nous, Commission, à travailler à un compromis dynamique sur cette question qui consiste dans le deuxième pilier de l'union bancaire. Et il faut que cette union bancaire fonctionne sur ces deux piliers. Johannes. Merci, brièvement. Tout d'abord, merci à Remantas de m'avoir invité à cette informelle pour évoquer avec les ministres des Finances les opportunités des fonds structurels, mais également les limitations. Tout d'abord, il est important de le répéter. Les fonds structurels, c'est l'un des outils d'investissement majeurs de l'Union européenne, à condition que soit adopté le cadre financier multilatéral. On aura un budget au total de 325 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. Et au cours de la période actuelle, nous avons dépensé 70 milliards d'euros pour soutenir les PME, ce qui représente 20%. Et aujourd'hui, nous avons discuté pour voir ce qu'on pouvait faire dans les futures perspectives, non seulement pour augmenter les opportunités de soutien aux PME en chiffres absolus, mais également en termes d'instruments disponibles. On voudrait doubler cette enveloppe disponible pour les PME, c'est-à-dire qu'on voudrait passer de 70 milliards à 140 milliards. Pour le moment, on dépense uniquement 12 milliards pour les instruments financiers et nous voudrions faire passer ce chiffre à 30, voire 40 milliards d'euros au cours des prochaines perspectives financières, à condition que les États membres recourent aux différents instruments qui existent déjà. Aujourd'hui, nous avons présenté de nouveaux instruments, de nouvelles opportunités, et ce, de concert avec la BEI et le FEI. Cette discussion a été encourageante. Nous allons poursuivre,
C'est peut-être un peu naïf, mais en tout cas, les chiffres vont vous montrer l'importance des PME. Nous avons 23 millions de PME en Europe et nous avons 27 millions de chômeurs. Et donc, si chaque PME était en mesure d'engager un chômeur, le problème du chômage serait quasi réglé. Si on s'en remet pour régler ce problème aux 500 grandes sociétés, il faudrait que chacune en engage 50 000, ce qui est tout à fait irréaliste. Donc, soutenir les PME est d'une importance capitale. C'est un avis d'ailleurs qui a été partagé par les ministres des Finances et dans les prochaines perspectives financières, bon nombre d'États membres et déjà les 25 existants vont recourir à ces instruments financiers et surtout les nouveaux instruments qui ont été présentés aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire trois commentaires. Tout d'abord, un point de l'ordre du jour était également l'évaluation des perspectives économiques et l'examen de la situation de la stabilité financière en Europe. Je voudrais répéter que nous également, nous considérons que la relance a démarré au cours du deuxième trimestre, mais comme l'a dit le président Draghi, cette relance est très fragile. Les projections de services montrent que la croissance dans la zone euro cette année sera négative, 0,4, moins 0,4 et légèrement positive l'année prochaine et les risques persistent pour le long terme. Donc, il ne faut pas se croiser les bras, surtout au vu de la situation du chômage que vient d'évoquer le commissaire Johannes Hahn. Mon deuxième commentaire portera sur le problème du crédit aux PME. Cette question, nous l'avons déjà évoquée il y a un certain temps. On a travaillé avec la Commission, avec la BEI pour préparer de nouvelles initiatives en la matière. Et parallèlement, au mois de juillet, nous avons réduit la notation que l'on exige pour accepter une garantie en relation avec un prêt à des PME. Et au mois de juillet, nous avons également réduit la décote appliquée à ce collatéral pour faciliter les initiatives qui découleraient de cette décision et qu'on attend pour lancer ce programme, pour que ces instruments puissent être éligibles comme collatéraux dans le cadre de notre politique. L'année dernière, nous avons également renforcé notre politique de collatéraux éligibles en admettant comme collatéraux des petits prêts individuels ou mis en commun dans le cadre de notre décision pour créer ce segment de collatéraux ACC ou Additional Credit Claims. Donc, ce sont ces petits prêts qui pourront être utilisés comme collatéraux dans notre politique monétaire. Et ces petits prêts sont essentiellement destinés aux PME. Donc, nous avons toujours été aux côtés de la Commission, de la BEI, pour essayer d'améliorer les conditions de crédit aux PME. Et enfin, un mot à propos de ce qu'a dit le commissaire Barnier à propos du mécanisme de résolution unique. Bien évidemment, nous nous réjouissons du vote au Parlement sur ce règlement du mécanisme de surveillance unique. Nous travaillons d'ailleurs d'arrache-pied pour que tout puisse être opérationnel l'année prochaine pour la supervision des banques, donc ce fameux mécanisme de surveillance, de supervision unique. Mais comme cela a été répété à maintes reprises, nous pensons qu'il faut un mécanisme de résolution unique en Europe pour compléter ce mécanisme de supervision unique.
À cet égard, nous avons souligné quelles seraient les trois composantes qui sont essentielles pour ce mécanisme. Tout d'abord, il faut qu'il s'agisse d'un organe de décision réellement européen, c'est-à-dire qu'il ne soit ni assujetti à l'unanimité, ni à un droit de veto national. C'est essentiel parce qu'on veut que ce soit un organe de prise de décision réellement européen, comme ce serait le cas pour le mécanisme de surveillance unique. Deuxièmement, cette nouvelle entité doit disposer d'un fonds pour pouvoir procéder à ces résolutions. Ce fonds serait composé de contributions du secteur, mais à cela s'ajoute une troisième composante. Il faut qu'il y ait un financement relais. Par exemple, si le fonds, à un moment donné, n'a pas suffisamment de ressources, à ce moment-là, il faudrait qu'il puisse obtenir ce financement relais qui devrait, bien entendu, être remboursé grâce aux contributions venant du secteur bancaire. Donc, en dernier ressort, ce n'est pas de l'argent public. C'est exactement comme ça que cela fonctionne avec la FDIC aux États-Unis. Donc, ces trois éléments sont très importants. Et la proposition qui a été présentée par la Commission respecte ces composantes essentielles du mécanisme de résolution unique. Et nous nous en réjouissons. Et nous soutenons cette initiative. Nous-mêmes, nous n'avons pas évoqué le cadre institutionnel de cette nouvelle entité. Je ne pense pas que ce soit l'essentiel. Pour nous, au contraire, l'essentiel, ce sont les caractéristiques de ce mécanisme de résolution unique que je viens de décrire. Thank you. Now, time for questions. Merci. C'est le moment des questions. Vous pouvez vous signaler. Hello. Jan Stropczewski from Reuters. I have a question. I have two questions, actually. Well, Deux questions. En ce qui concerne le financement des PME, en juin, une initiative conjointe de la BEI et de la Commission prévoyait trois options, avec du désendettement, avec des chiffres mentionnés, 55 milliards d'euros par le biais de prêts, avec 10 milliards qui seraient utilisés à partir de la BEI. Est-ce que vous avez choisi une option? Est-ce que les ministres ont choisi une combinaison peut-être de ces options? Pourquoi le Conseil doit-il à nouveau adopter cette décision alors que ça avait déjà été fait en juin? Pourquoi donc réadopter ce qui a déjà été soutenu en juin? Pour l'union bancaire maintenant, une controverse a eu lieu. Est-ce que l'union pouvait se baser sur le traité existant ou les traités existants? L'Allemagne avait une position qui voulait qu'il y ait un changement du traité. Les services juridiques des institutions de l'Union ont dit qu'il n'était pas nécessaire de changer les traités. Est-ce qu'il y a eu maintenant un consensus? Est-ce que ce mécanisme peut se baser sur les traités tels que le 352 plutôt que le 114, tel qu'il avait été mentionné dans l'avis juridique, ce qui permettrait d'avancer sans un processus long et coûteux de changement de traité? Pour ce qui est de ces options, dans l'initiative conjointe, nous avons discuté des différentes options et nous verrons la variante qui sera explicitée jusqu'au mois d'octobre, où une lettre sera envoyée à Herman Van Rompuy, une lettre officielle que je signerai et qui répond d'ailleurs au mandat qui avait été donné par les chefs d'État. C'est une réponse à votre question? Sur le second point, c'est un conseil informel, donc il n'y a pas de décision, il y a simplement un débat d'orientation.
un certain nombre de ministres ont exprimé une inquiétude que j'écoute de sécurité juridique, parfois de réserve sur la base que nous avons proposée. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, nous avons un devoir de résultat. Les chefs de gouvernement nous demandent d'agir vite. Il y a toujours des risques et des crises possibles qu'il faudra traiter. Voilà pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. Le temps, c'est de l'argent. Et comme vous l'avez compris, tout notre système repose sur le fait l'objectif de préserver les contribuables qui ont été beaucoup trop sollicités dans le passé pour payer les problèmes ou les erreurs des banques. Donc j'ai travaillé avec mes collègues, notre service juridique qui est extrêmement sérieux sur la base de cet article 114 du traité. Le Conseil a une approche comparable, la Banque centrale européenne aussi. Donc je pense que c'est possible. Voilà. Et nous ne fermons pas la porte à une amélioration ultérieure du système. Je vais aller un tout petit peu plus loin si, dans une modification ultérieure du traité que nous avons nous-mêmes, Commission, appelé de nos voeux dans le blueprint, on imagine un changement de statut pour l'ESM, qui deviendrait une institution communautaire. On peut imaginer que le rôle que nous confions à la Commission pour appuyer sur le bouton de la résolution soit un jour transféré à l'ESM. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Comme l'a dit Vittor Constâncio, il faut un processus efficace de décision communautaire. Voilà, moi j'ai essayé d'être très pragmatique, sans idéologie. Je suis prêt à travailler à une meilleure solution que celle que nous proposons, mais nous devons mettre en place un système européen qui fonctionne. Un workable system. Et c'est l'objectif de ce que nous avons fait avec cet article 114. Hi, Jim Brunsden from Bloomberg News. My question is actually for Vice President Constâncio. Je m'adresse au vice-président Constâncio. Vous avez dit que la BCE se prépare pour assumer ce rôle de supervision au deuxième semestre de l'année prochaine. La BCE a toujours dit qu'il fallait un mécanisme de résolution unique parallèlement au MSU. Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour la BCE? Bon, visiblement, les discussions sont assez délicates sur le MRU. Est-ce que c'est vraiment problématique si le MRU n'est pas en place à temps? Bien entendu, comme on l'a dit, il est très important de disposer de cet instrument. Pourquoi? Parce que lorsqu'on supervise des banques, des institutions, il se peut que pour une institution, on n'ait pas d'autre solution que de la liquider. Et à ce moment-là, le problème, ce sont les événements qui pourraient se produire pour les institutions transfrontalières qui ont des activités dans plusieurs pays. Avec la crise, on l'a vu, lorsque de tels cas se présentent, et ils se sont présentés pendant cette période, il est très difficile de procéder de la sorte. Donc, les superviseurs doivent avoir toute garantie que si la conclusion est qu'il faut liquider la banque, on peut le faire. On peut le faire de manière ordonnée, efficace et rapide. Voilà, d'où l'importance de ce mécanisme. Mais comme on ne prévoit pas des problèmes de banque dans un avenir proche, après la crise qu'on a connue, si ce n'est pas prêt dès le premier jour, ce ne sera pas en soi un problème, mais cela devrait exister, ou plutôt ce mécanisme devrait exister le plus vite possible. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté. Autre chose tout aussi importante, l'autorité de résolution devra respecter la directive sur la résolution bancaire. Or, vous le savez, des parties importantes de ces directives, telles qu'approuvées par le Conseil, dont il faut encore discuter avec le Parlement,
n'entreront en vigueur qu'après l'année prochaine. Donc, autre élément qui fait que si ce n'est pas disponible dès le premier jour, ce ne sera pas un problème majeur, mais ce mécanisme devrait exister le plus vite possible. Merci. Hello, just over here. Martina Seves from the Wall Street Journal. A question for Mr. Constancio, if possible. Monsieur Constancio, suite à la question de Jim quant au calendrier, pour ce qui est du mécanisme de résolution, il y a une possibilité de voir cette analyse des actifs et des stress tests dont vous avez parlé aboutir à des résultats pour certaines banques de liquidation ou de recapitalisation. Vous nous avez expliqué comment on pourrait faire. Est-ce qu'il ne serait pas préférable qu'il y ait un MRU derrière pour pouvoir traiter de cette liquidation des banques suite aux stress tests qui interviendront de toute façon avant la création du MRU? Oui, ce serait bien que ça soit disponible, effectivement. J'en conviens. Mais on peut aussi fonctionner sans. D'ailleurs, nous ne prévoyons pas pour autant que les banques importantes, transfrontalières, se trouvent dans une telle situation suite à l'analyse des actifs et des bilans. Car si on regarde les chiffres, les banques européennes et celles qui ont des activités internationales tout particulièrement ont fait la preuve qu'elles avaient pu améliorer leur position en termes de capitaux, leur prix, le prix de leurs actions sur les marchés ont monté, ce qui montre bien que les marchés reconnaissent leur solidité et savent que leur solidité s'est améliorée aussi bien sur le plan de leur capital que sur d'autres fonds. D'ailleurs, les médias ont dit que dans plusieurs pays, les autorités nationales ont anticipé cette analyse des bilans des banques. Et de ce fait, elles leur ont demandé d'améliorer leur position, d'accroître leur buffer, leur tampon. Et ça, c'est en amont de l'analyse du bilan qui va intervenir. Donc tout ça doit être pris en compte. Et lorsqu'on fera l'analyse finale des résultats de leur bilan, nous serons rigoureux. Il faut que ça soit crédible. C'est très important pour la santé du secteur bancaire européen. Et il faudra donc y arriver en ayant tenu compte de ce qui s'est déjà fait en amont suite à cette initiative. Mais vous pouvez être certaine, et ça a d'ailleurs été annoncé, que les tiers, que des tiers seront impliqués dans l'exercice, ce qui renforcera la crédibilité de l'exercice. Ce ne sera pas seulement une analyse interne faite par le système européen. Il y aura des consultants et des indépendants, comme ça s'est fait pour l'Espagne, pour la Grèce, pour l'Irlande, pour le Portugal. Nous avons maintenant une expérience de ces analyses de bilan et de cette analyse des actifs et de leur qualité. Chaque fois qu'il y a eu des programmes, des pays sous programme et sous fonds européens. Donc tout cela, nous sommes confiants. Ça nous permettra de rassurer les marchés quant aux résultats de notre analyse, qui sera crédible pour améliorer la situation du secteur bancaire européen. Mais si il y a un MRU qui est en place, tant mieux. Et ça m'amène à mon dernier point. Il peut y avoir des liquidations. Il y a des autorités nationales de liquidation. Et depuis la crise, plusieurs pays ont passé de nouvelles législations en matière de liquidation. Elles sont tout à fait compatibles avec la directive. Et ce sont donc des mécanismes qui existent déjà au niveau national, si c'était nécessaire. Jorge Valero with Europolitics. It's coming back to the SMEs question.
Je voudrais en revenir à la question des PME. Aujourd'hui, le Conseil met la priorité sur l'accès au financement des PME. Mais lorsqu'il s'agit d'attribuer les fonds, comme c'est le cas dans la proposition de budget pour 2014, le Conseil a rabaissé la proposition de la Commission, notamment pour certaines attributions de fonds destinés aux PME. Donc, vous estimez que la position du Conseil est cohérente? Donc, entre ce qui a été décidé aujourd'hui et ce qui est décidé dans le cadre budgétaire pour 2014. I mean, first of all, we have to say the council decision about the multi-annual La décision du Conseil sur le cadre financier pluriannuel, qui doit encore être confirmé et adopté par le Parlement européen, c'est l'expression de la situation budgétaire générale. Dans tous les domaines, il y a eu des coupes. Et pour les fonds structurels, disons que c'est là où on a connu les coupes les moins importantes, 4%. Donc, notre grande difficulté, notre défi plutôt, c'est maintenant, c'est d'optimaliser l'enveloppe existante. À cet égard, et c'est la raison pour laquelle, dans mon intervention, j'avais dit qu'on voulait rehausser l'enveloppe des instruments financiers. Et là, cela nous permettrait de compenser les pertes en termes absolus liées au budget. Donc, c'est à nous, c'est aux États membres à utiliser au mieux les fonds disponibles, faire preuve de créativité et utiliser toutes les opportunités offertes par les instruments financiers, des fonds structurels, mais d'autres instruments financiers également. Je me contenterai d'ajouter que cette initiative vise à mobiliser des ressources supplémentaires. Si la BEI accorde des garanties, comme c'est prévu dans l'une des options, cela devrait permettre aux PME de lever des capitaux sur les marchés. Bien évidemment, les fonds structurels seront utilisés dans les différents pays à cette fin, c'est-à-dire comme une source de financement supplémentaire. Mais ce qui a été décidé aujourd'hui, c'est que toutes les décisions des États membres resteront volontaires. Le choix entre les différentes options sera fonction des besoins et des caractéristiques des États membres. Nous, on préférait des combinaisons de plusieurs options, le cas échéant, pour que le mécanisme fonctionne réellement avec toutes les contraintes budgétaires qui s'imposent à nous. Thank you, Minister. Thank you, Commissioners. Thank you. Merci à tous. Representative. Thank you.